Oui, oui, on Je vous voulais entend. ajouter un point dont on est témoin aussi régulièrement, c'est que le fait d'avoir des groupes où il y a des personnes qui ont déjà un parcours de rétablissement ou qui sont déjà engagées dans l'autoreprésentation et d'autres personnes qui arrivent juste et qui ne connaissent rien à tout ça, c'est vraiment très riche parce que d'abord, il y a le parcours, enfin le partage du parcours, de l'expérience, le fait de donner l'espoir aussi, ça, enfin de permettre à l'autre de reprendre espoir. Et puis, le fait d'oser ensuite peut-être pouvoir intervenir, pour peut-être pouvoir faire des sensibilisations, des formations dans la cité auprès d'autres. Et souvent, les personnes avec qui on travaille, parce qu'on intervient beaucoup en binôme, voilà, au départ, ils disent, oh, ben, ils se questionnent beaucoup sur leur capacité à le faire. Mais quelle légitimité j'ai? Est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Et en fait, ils sont toujours, au départ, mais vraiment toujours surpris de la réaction des professionnels qu'ils ont en face d'eux et de l'effet que ça a. Donc, ils touchent là la puissance en fait de ce type d'intervention. Et souvent, ils nous disent au bout d'1 ou 2 ans, mais en fait, c'est ça qui m'a aidé vraiment à reprendre confiance en moi, à trouver une nouvelle façon de pouvoir agir à la fois sur ma vie et aussi à reprendre confiance dans les capacités que j'ai à faire des choses. Et on a entendu quand même beaucoup ce matin. Donc, je dirais qu'il y a comme une forme de rétablissement, une espèce de rétablissement citoyen aussi qui se fait par le fait de pouvoir rencontrer des professionnels du secteur, mais aussi des professionnels des mairies, enfin voilà, de pouvoir intervenir dans tous les champs de la cité et de voir qu'en fait, leur savoir d'expérience, voilà, leur parole peut aider les autres à évoluer dans leur pratique et à bouger leur pratique professionnelle. Mais pour eux, c'est encore beaucoup, beaucoup, tout le temps une surprise. Et souvent, après nos interventions, ils me disent, Lydie, tu peux nous faire un retour, qu'est-ce qu'ils en ont dit donc, quoi. Et tout le temps, ils sont surpris des gens qui viennent les voir après. Voilà. Et voilà, ça, je tenais à le partager parce que pour moi, je suis toujours autant surpris parce que je trouve que ce qu'ils ont à dire est tellement passionnant et intéressant que j'ai du mal à croire qu'eux-mêmes n'y croient pas, quoi. Merci Lydie. Juste un mot de la part de Jérôme. Je voudrais que sur cette notion de rétablissement citoyen, vous avez un très joli mot. Ah. Alors, c'est dans la veine de démocratie. Hein. La démocratie est constituée de citoyens, c'est-à-dire de personnes concernées par la santé mentale et qui souhaitent agir dans la cité pour faire valoir les droits d'une minorité qui, historiquement, est considérée comme délinquante. Je voudrais rappeler ici que la psychiatrie a dépendu du ministère de l'Intérieur jusqu'en 1937. Et ce n'est qu'à partir de 1937 que la psychiatrie est passée sous l'égide du ministère de la Santé. Je trouve ça assez éloquent et ça reste encore, il y a un inconscient qui est très fort en psychiatrie et qui est très peu investi par les professionnels notamment. Mais bon, c'est peut-être l'objet d'une autre table ronde. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que la France a perdu 50 ans, bêtement. Je vais m'expliquer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, à l'hôpital de Saint-Alban, alors peut-être d'autres pourraient raconter l'histoire mieux que moi, mais les patients et ceux les infirmiers, etc., qui les accompagnaient, ils n'avaient pas de quoi bouffer, quoi. Donc ils se sont débrouillés ensemble pour trouver de quoi manger, pour héberger des résistants, pour s'autonomiser. Et là, il y a eu une alliance thérapeutique entre les patients et les soignants. Et ça a donné quoi? Ça a donné les clubs thérapeutiques, qui ont après donné les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu du temps parce que l'institution, cette horizontalité qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, dans cet hôpital, etc., qui a donné quelque part la notion de secteur, après, avec Paumel, avec d'autres, cette idée d'aller vers d'une médecine médico-sociale, quoi, d'une psychiatrie médico-sociale, où le psychiatre irait justement au domicile du patient, voir son environnement, voir comment il vivait, rencontrer ses proches, etc. Tout ça, finalement, ça a été très
administrativement, je ne sais pas, ça s'est figé et on est retourné dans la verticalité. Alors que là, à Saint-Alban, pendant 2-3 ans, il y a eu cette expérience qui a marqué les psychiatres de l'époque. J'ai fait des recherches là-dessus. Et je me dis, mince, on est passé à côté de quelque chose. Alors, ça donnait tout ce qui est psychothérapie institutionnelle. Psychothérapie institutionnelle, les groupes de parole, etc. C'était un avancé, mais ça a été vraiment réduit par rapport à cette horizontalité qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Voilà. Et puis, ce que j'aimerais, même s'il y a une plaque entre nous, hein, même s'il y a une plaque, je crois qu'il y a une plaque commémorative qui est située, excusez-moi, ça m'émeut un peu. Il y a une plaque pour tous les personnes qui sont voilà. morts justement pendant la guerre. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire que la majeure partie quand même sont mortes de faim. Pendant la guerre, on les a laissés mourir. Je pense qu'en fait, on n'a jamais reçu le pardon. Enfin, il n'y a jamais eu d'excuses. Il y a une plaque qui commémore, mais il n'y a jamais eu d'excuses pour tout ce qui s'est passé, les lobotomies, etc. Tout l'aspect cobaye, en fait, comment on a pu être considéré comme des cobayes pendant un certain temps, pour que finalement, c'est même pas un psychiatre qui trouve le largactyle, quoi. Enfin, non, mais c'est délirant. C'est-à-dire qu'en fait, la psychiatrie, elle a avancé autrement que par les psychiatres qui étaient là. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on lit l'histoire de la psychiatrie, on se dit quand même, ça mériterait 2-3 excuses quand même. Voilà. Bravo pour ce que dit Jérôme. Ouais, ça me touche aussi. C'est vrai que quand on y pense, c'est horrible. Il y a un podcast de France Inter sur l'histoire de la psychiatrie et justement cet épisode de la guerre que je vous recommande. En fait, moi, je suis en train de regarder autour de moi et je me dis, mais c'est pas possible. Hein. Avec toutes ces idées, toutes ces choses, toutes ces envies qu'on a tous là, pourquoi on n'arrive pas à quelque chose, hein? Pourquoi on ne se donnerait pas tous la main et on ferait avancer tout ça? Pourquoi chacun tire de son côté, hein? En fait, nous, on a besoin d'être soutenus, on a besoin d'être aidés. Et je vais y aller gros, c'est vrai. D'argent, on en a besoin, ne serait-ce que pour nourrir, pour créer un lieu, pour recevoir ces gens-là, comme on dit, hein, parce qu'on les appelle ces gens-là, oui, c'est vrai. Et nous, ça fait 1 an et demi qu'on existe, mais l'envie, elle est tellement là qu'on a déjà fait un bébé. On a fait un bébé. C'est vrai. Alors, notre bébé, on l'a appelé la CASA. C'est un centre de santé antiracial qu'on a créé à Montreuil. Et pour ça, justement, on a besoin de force. Donc, je fais appel à toute la force qu'on peut obtenir, ne serait-ce que les gens présents aujourd'hui. Voilà. L'appel est lancé. Et merci à toutes et tous